La vie peut changer en une seconde. Une minute, j'avais 33 ans, j'étais heureuse en mariage et je planifiais mon avenir. La minute suivante, j'étais veuve, en train de regarder des options de crémation parce que le corps de mon mari était trop endommagé pour un cercueil ouvert. C'est ce qui m'est arrivé, à moi, Jessica, il y a 7 mois. Mon mari, Adam, est mort dans un terrible accident de voiture. Depuis, je me noie dans la tristesse, essayant de comprendre comment vivre cette nouvelle vie douloureuse. Les premières semaines ressemblaient à un rêve. J'étais occupée par l'organisation des funérailles, recevant d'innombrables appels et passant des nuits sans sommeil. Si mes parents n'avaient pas pris en charge la plupart des préparatifs, je ne sais pas comment j'aurais pu gérer tout cela. Jessica, ma chérie, nous avons tout arrangé avec le salon funéraire, m'a dit doucement ma mère, d'une voix plus tendre que je ne l'avais jamais entendue. Concentre-toi juste sur toi en ce moment. Un groupe de soutien pour les personnes ayant perdu un être cher est devenu mon refuge. Chaque vendredi soir, je m'asseyais en cercle avec d'autres qui comprenaient la douleur profonde qui pesait sur ma poitrine. Et certains jours sont plus difficiles que d'autres, ai-je dit lors d'une réunion, d'une voix à peine audible. Parfois, je me réveille et j'oublie qu'il est parti, juste pour une seconde. Rachel, qui avait perdu son mari 3 ans plus tôt, a doucement pris ma main. C'est normal, ma chérie. Le deuil vient par vagues, a-t-elle dit avec bienveillance. Avec le temps, j'ai dû faire face à d'autres choses. Adam avait veillé à ce que je sois à l'abri financièrement. Nous avions une maison en banlieue, un appartement en ville et une bonne somme d'argent à la banque. J'aurais pu quitter mon emploi dans l'agence de marketing, mais l'idée de rester seule à la maison toute la journée me terrifiait. J'ai donc choisi de travailler à temps partiel, juste assez pour me garder occupée. La plus grande surprise a été le changement dans ma relation avec mes parents. En grandissant, j'avais toujours eu l'impression qu'ils s'intéressaient plus à ma petite sœur, Laura. Ils ne rataient jamais ses spectacles de danse ou ses pièces de théâtre à l'école, tandis que mes bonnes notes n'obtenaient à peine qu'un « bien joué ». Mais après la mort d'Adam, quelque chose a changé entre nous. J'ai proposé d'aider mes parents en leur envoyant $3000 par mois. Je n'y ai même pas réfléchi à 2 fois. Nos dîners hebdomadaires chez eux sont devenus un moment que j'attendais avec impatience. Maman préparait son célèbre rôti, papa servait du vin, et nous parlions de tout et de rien. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression qu'ils me prêtaient vraiment attention. Jessica, raconte-nous un peu plus sur ce nouveau projet sur lequel tu travailles, demandait papa, montrant enfin de l'intérêt pour mon travail. La campagne marketing se déroule bien, répondais-je, appréciant ce sentiment d'être enfin vue. Mon patron pense qu'elle pourrait attirer quelques nouveaux clients. Mais tout a changé le soir où ma sœur Laura est venue dîner. Elle est entrée, enceinte de 8 mois, et comme toujours, toute l'attention de la pièce s'est tournée vers elle. Laura vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Je ne l'avais pas vue depuis les funérailles d'Adam. Laura, ma chérie, assieds-toi ici, s'est empressée de dire maman en la rejoignant et en me poussant doucement sur le côté pour faire de la place à sa fille préférée. Tu as besoin d'un autre coussin? Tes pieds sont gonflés? Et juste comme ça, j'ai disparu en arrière-plan. C'était comme si j'étais redevenue invisible. Toute leur attention était tournée vers Laura et sa grossesse. Ce vieux sentiment d'être ignoré est revenu, et il a fait mal. Je pensais avoir tourné la page, mais cette douleur est revenue si rapidement. Alors, qui est le père, ai-je demandé pendant le dîner, essayant de faire partie de la conversation. Tu lui as annoncé la nouvelle? Le visage de Laura a changé. Elle avait l'air agacée. Ça ne regarde que moi, a-t-elle répliqué sèchement en jouant avec la nourriture dans son assiette. Je n'ai pas besoin de raconter ma vie à tout le monde. Maman l'a immédiatement défendue. Jessica, ne pose pas de questions. Ta sœur n'a pas à se justifier auprès de qui que ce soit. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point c'était différent de la façon dont il me traitait quand j'essayais d'avoir un bébé à travers des traitements de fertilité. Il posait sans cesse des questions, me donnait des conseils que je ne demandais pas et voulait constamment des mises à jour. Mais avec Laura, il respectait sa vie privée sans même y réfléchir à 2 fois. Plus tard, lors d'un autre dîner, j'ai relancé le sujet. Mais comment vas-tu tout gérer toute seule? Un bébé, ça coûte cher. Laura a haussé la main comme si ce n'était rien. Ce sourire suffisant habituel est apparu sur son visage. Ne t'inquiète pas pour moi ou pour mon bébé. Nous n'aurons besoin de rien de personne, a-t-elle répondu avec assurance. Je gère tout parfaitement. J'aurais dû faire plus attention à ce sourire. Je l'avais vu trop de fois auparavant. Laura était toujours en train de commencer quelque chose de nouveau, seulement pour que tout s'effondre peu après.
Il y avait eu son entreprise de smoothie qui n'avait duré que 3 semaines, sa formation de coach de vie qu'elle n'avait jamais terminée, et cette fois où elle avait perdu 4 mois de loyer dans un investissement en crypto-monnaie. « Fais-moi confiance », a-t-elle dit en tapotant son ventre arrondi avec un regard confiant qui aurait dû me mettre en garde. Cette fois, tout va se passer exactement comme prévu. Papa l'a regardée comme si elle venait de découvrir un remède à une maladie grave. « Ça, c'est ma fille », a-t-il dit avec fierté. Elle retombe toujours sur ses pieds. J'ai pris une autre bouchée de rôti, essayant d'avaler ce sentiment familier d'être en seconde place. Certaines choses ne changent jamais, ai-je pensé en regardant mes parents boire chacun des mots de Laura. L'appel de Laura est arrivé un vendredi matin. J'étais à mon bureau, en train d'examiner des rapports marketing, quand mon téléphone a affiché son nom. J'ai failli ne pas décrocher. Nos conversations étaient habituellement courtes et un peu gênantes, mais quelque chose m'a poussé à répondre cette fois. Jessica, a-t-elle dit d'une voix exagérément douce, celle qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose. Je fais ma baby shower le week-end prochain chez maman et papa. J'adorerais que tu viennes. Je ne m'y attendais pas. La dernière vraie conversation que nous avions eue remontait aux funérailles d'Adam, et même là, elle semblait distraite et mal à l'aise. Et tu es sûre, ai-je demandé, incapable de cacher ma surprise. Je pouvais compter sur une main le nombre de fois où Laura m'avait invité à quelque chose. Bien sûr, a-t-elle répondu en riant, bien que son rire ne sonnait pas naturel. Et tu es ma seule sœur. Ce ne serait pas pareil sans toi. En plus, j'ai prévu quelque chose de spécial. Quelque chose dans sa voix m'a noué l'estomac, mais j'ai repoussé cette sensation. Je serai là, ai-je répondu, pensant déjà à des idées de cadeaux. Peut-être que c'était sa façon de réparer les choses entre nous. Le dimanche suivant, je suis arrivée chez mes parents avec 2 cadeaux joliment emballés, un babyphone sophistiqué et une couverture pour bébé faite à la main. Même si Laura et moi n'étions pas toujours sur la même longueur d'onde, ce bébé restait mon futur neveu ou ma future nièce. La maison ressemblait à une explosion de couleurs pastel, des ballons roses et bleus partout, des banderoles accrochées à chaque mur, et au centre de la pièce trônait un immense gâteau de couche, décoré comme s'il appartenait à une réception chic. Faire de cet événement un spectacle grandiose, c'était bien du Laura tout craché. La moitié de la ville semblait être présente. Tante Caroline discutait avec ses filles, les amis de bridge de maman avaient envahi le canapé, et l'ancienne colocataire de fac de Laura gloussait près du bol de punch en évoquant de vieux souvenirs. « C'est l'heure des jeux », annonça Laura en traversant la foule dans une magnifique robe de maternité qui devait coûter plus cher que mon loyer mensuel. Elle était superbe, mais quelque chose dans son sourire me mettait mal à l'aise. Ses yeux cherchaient les miens à travers la pièce, soutenant mon regard un peu trop longtemps. Nous avons joué au jeu classique des baby showers, deviner la taille de son ventre avec une ficelle, choisir une date pour l'accouchement, et ce jeu ridicule avec des barres de chocolat fondues dans des couches. J'ai fini par gagner le jeu du tour de ventre, et Laura n'a pas eu l'air de l'apprécier. Pendant toute la fête, elle me lançait des regards étranges, comme si elle attendait quelque chose. Puis est venu le moment d'ouvrir les cadeaux. Elle exagérait chaque réaction, s'extasiant sur chaque petit vêtement et gadget pour bébé. Puis elle est arrivée à mon cadeau. Elle souleva la couverture et caressa doucement le motif du bout des doigts. Après un moment, elle tapa son verre pour attirer l'attention. La pièce devint silencieuse. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, sans que je sache pourquoi. L'air était devenu lourd, comme si quelque chose d'important allait se produire. J'avais du mal à respirer. Je veux remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui, commença Laura, une main posée sur son ventre rond. Mais il y a quelque chose d'autre que je dois dire. Je pense qu'il est temps que tout le monde sache qui est le père de mon bébé. Mon cœur s'est emballé. Laura a plongé son regard dans le mien, et à cet instant, j'ai su. Avant même qu'elle ne prononce les mots, je l'avais compris. Mais savoir ne rendait pas la douleur moins vive. Le père, déclara-t-elle d'une voix forte, emplissant la pièce d'un silence tendu, c'est Adam Chastain. Le défunt mari de Jessica. Le monde autour de moi s'est mis à basculer. À travers le bourdonnement assourdissant dans mes oreilles, j'entendais encore les murmures choqués. Tante Caroline porta une main à sa bouche, horrifiée. Les anciennes amies de fac de Laura se regroupèrent, échangeant des messes basses rapides. Mais ce qui me blessa le plus, ce fut de voir l'expression calme sur le visage de mes parents. Ils n'étaient pas surpris. Ils savaient déjà. Avant que je ne puisse comprendre ce qui était en train de se passer, Laura continua à parler, fière, en se tournant vers moi. Puisque ce bébé est l'unique enfant d'Adam, j'ai droit à la moitié de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Cela signifie la maison, l'appartement, l'argent. Mon enfant mérite l'héritage de son père.
Tout s'est mis à tourner. Je me suis agrippée au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Puis mon père et ma mère se sont avancés et se sont placés de chaque côté de Laura, comme s'ils la protégeaient. « Et Jessica, dit mon père d'un ton sérieux. Tu dois faire ce qui est juste. Ton neveu mérite ce qui lui revient. » D'une voix rauque et sèche, je réussis enfin à parler. « Vous mentez. Vous mentez tous. Adam n'aurait jamais fait ça. » Le sourire de Laura changea. Il devint froid et cruel. Elle sortit son téléphone. « Alors comment expliques-tu ça ?» Elle brandit l'écran devant moi, et mon monde s'écroula une fois de plus. Là, sous mes yeux, Adam et Laura dans les bras l'un de l'autre, s'embrassant dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Une autre photo les montrait se tenant la main dans un restaurant que je ne reconnaissais pas. « Il m'aimait, déclara Laura, assez fort pour que tout le monde l'entende. Il allait te quitter pour moi. Nous avions prévu de l'annoncer à tout le monde. » Puis elle s'arrêta. Ses yeux se remplirent de larmes qui roulèrent sur ses joues. Mais ensuite, l'accident est arrivé, et tous nos projets ont disparu. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Mon corps bougea tout seul. J'attrapai mon sac, bousculai la foule de convives médusés et me précipitai vers ma voiture. J'entendis ma mère m'appeler, mais j'étais déjà en train de reculer dans l'allée. Le trajet du retour fut un brouillard. Mon esprit rejouait ces photos encore et encore, essayant de donner un sens à tout ça. Les photos au restaurant devaient être pendant ces dîners d'affaires dont Adam me parlait toujours. L'hôtel, probablement un des voyages qu'il disait être pour le travail. Mon téléphone se mit à vibrer dès que je franchis le seuil de ma maison. Laura m'envoyait message après message. Des dizaines d'entre eux. C'étaient des captures d'écran de ses conversations avec Adam. Je ne l'aime plus. Ça fait longtemps que je ne l'aime plus. On leur dira après le divorce. Et tu es la seule que je veux. J'ai hâte que nous commencions notre vie ensemble. Un message après l'autre apparaissait sur mon écran. Et chacun était une nouvelle entaille dans mon cœur. Les dates sur les messages montraient que leur conversation remontait à des mois. Tout ce temps, pendant que je traversais des traitements de fertilité douloureux, pensant que j'étais la raison pour laquelle nous ne pouvions pas avoir d'enfants, mon mari et ma sœur planifiaient une nouvelle vie sans moi. Cette nuit-là, je ne pouvais pas rester en place. Je marchais dans ma maison, touchant les affaires d'Adam, regardant les photos sur les murs, me demandant si quelque chose avait été réel. Toute notre vie ensemble avait-elle été un mensonge ? À 6 heures précises, le téléphone sonna à nouveau. C'étaient mes parents. Je laissais sonner quelques fois avant de décrocher. « Jessica, tu dois être raisonnable à ce sujet, » dit mon père, sans même prendre la peine de me saluer. « Plus tôt tu accepteras de donner à Laura sa part de l'héritage, plus ce sera facile pour tout le monde. » Sa voix froide et assurée me mit en colère. Facile pour qui ? Pour Laura. Pour eux. Pour nous tous, ajouta ma mère. Je réalisais qu'ils avaient mis l'appel en haut-parleur. Et tu ne veux pas que ça devienne compliqué, ma chérie. Les mots sortirent difficilement. Depuis quand êtes-vous au courant pour eux ? Silence. Une pause qui en disait plus que des mots. Finalement, maman parla. Nous le savons depuis un moment. Adam nous l'a dit environ 7 mois avant l'accident. Ces paroles me frappèrent comme un coup de poing. 7 mois. Il savait depuis 7 mois. Et pendant tout ce temps, il m'avait laissé pleurer à l'enterrement d'Adam, feignant de me réconforter. Il continuait de prendre l'argent que je leur envoyais chaque mois, alors qu'il savait ce qu'Adam et Laura avaient fait. Traître. Le mot résonnait, froid et définitif. Vous tous, chuchotai-je avant de raccrocher et de bloquer leur numéro. Mes mains tremblaient en ouvrant mon application bancaire, mais je n'hésitais pas une seconde. Je stoppais le paiement mensuel que je leur envoyais. S'ils avaient besoin d'argent, ils pouvaient aller demander à leur précieuse Laura. 3 semaines passèrent, remplies d'appels manqués et de messages non lus. Puis, je reçus un email de Laura. Elle disait qu'elle me poursuivrait en justice si je ne lui donnais pas la moitié de tout ce qu'Adam avait laissé derrière lui. Elle utilisait le mot volontairement, mais cela ressemblait plutôt à une menace. Je ne pouvais pas me résoudre à répondre. Je ne pouvais même pas penser à la trahison d'Adam ni au nombre de personnes qui avaient dû les voir ensemble pendant que je restais dans l'ignorance. Au travail, les choses s'aggravèrent aussi. Les murmures commencèrent. Certains collègues me lançaient des regards pleins de pitié, d'autres essayaient de cacher leur sourire. Je pouvais sentir qu'ils parlaient de moi dans mon dos. Puis Larry, mon patron et l'un des seuls vrais amis qu'il me restait, me convoqua dans son bureau. Je craquais en plein milieu d'une réunion avec un client. Larry me regarda avec bienveillance et dit
Prends du temps pour toi. Payé ou non, c'est comme tu veux. Ton poste t'attendra quand tu seras prête à revenir. Je hochai la tête, reconnaissante, et je rassemblai mes affaires ce jour-là même. Les semaines suivantes se ressemblèrent toutes. Je sortais à peine de chez moi. Je me faisais livrer mes courses, je n'ouvrais pas la porte lorsqu'on sonnait, et je passais des heures à regarder de vieilles photos, essayant de voir quel signe j'avais manqué. Chaque souvenir heureux semblait désormais faux. Chaque moment de mon mariage était détruit par la vérité. Adam avait mené une double vie avec ma propre sœur. Puis je l'appris par Facebook. Laura avait donné naissance à un petit garçon. Sur la photo, elle souriait depuis son lit d'hôpital. Nos parents se tenaient à ses côtés, regardant fièrement leur nouveau petit-fils. Le bébé était enveloppé dans une couverture crème, celle que j'avais faite pour sa baby shower. C'était une gifle en plein visage. Je fermai l'application rapidement, mais pas avant d'avoir vu le nom du bébé. Adam Junior. Une semaine plus tard, une grosse enveloppe arriva par courrier. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Je savais déjà ce que c'était. Une assignation en justice. Laura me poursuivait pour obtenir la moitié de tout ce qu'Adam m'avait laissé. Elle prétendait que son fils méritait l'héritage de son père. La lettre légale était froide et claire. Elle voulait la maison, la moitié de l'argent et une part de l'appartement du centre-ville. Je passai 4 jours à chercher le bon avocat avant de choisir Paul Hayon. Il avait une excellente réputation pour gérer les affaires d'héritage difficiles. Mademoiselle Chastain, dit-il en feuilletant des papiers sur son bureau, son visage calme mais sérieux. Je vais être honnête. Votre sœur a des preuves solides que votre mari et elle entretenaient une relation de longue date. Il y a des messages, des photos et même des témoignages inclus dignes ceux de vos parents. Il fit une pause pour ajuster ses lunettes. Dans ce genre d'affaires, la preuve d'une relation étroite et l'existence d'un enfant biologique suscite souvent la sympathie du tribunal en faveur de l'enfant. J'étais encore en train d'assimiler cette horrible nouvelle quand mon téléphone sonna ce soir-là. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondis-je. « Est-ce que je parle à Jessica Chastain ?» demanda une voix de femme. Je ne la reconnus pas, mais quelque chose dans sa façon de parler me semblait étrangement familier. « Je suis Joyce Meyer. La mère d'Adam. » Le monde sembla basculer. Je m'accrochai au comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. « C'est impossible, murmurai-je. Adam m'a dit qu'il était orphelin. Il m'a dit que ses parents étaient morts quand il était petit. Il m'a dit qu'il avait grandi en famille d'accueil. J'ai bien peur que ce soit encore un mensonge, dit-elle, sa voix amère mais sans cruauté. Pouvez-vous me rencontrer ? Il y a des choses que vous devez savoir, des choses qui pourraient vous aider. Nous convînmes de nous retrouver le lendemain matin dans un petit café du centre-ville, un endroit neutre. J'arrivai en avance, le ventre noué d'angoisse. Je commandai un café et attendis. Je ne pouvais même pas le boire. Mes mains tremblaient tellement que je faillis renverser ma tasse lorsqu'elle entra. Ce que je vis me stupéfia. Adam avait ses yeux, son sourire, même la même grâce dans ses mouvements. Elle marchait exactement comme lui. J'étais aux funérailles, dit-elle après que nous nous soyons installés dans une cabine tranquille, loin de toute oreille indiscrète. J'étais assise au dernier rang, vêtue d'une robe noire et d'un voile. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le courage de venir te parler à ce moment-là. Adam et moi n'avions pas parlé depuis des années. Soudain, je me souvins d'elle. La femme silencieuse qui était partie avant la fin de la cérémonie. À l'époque, j'étais trop plongée dans mon chagrin pour y prêter attention, mais maintenant, le souvenir était clair. L'élégante femme en noir, se tenant à l'écart de la foule, le visage caché derrière un voile sombre. « Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant ?» demandai-je, essayant de ne pas paraître trop méfiante. Après tout ce que j'avais appris sur Adam, il m'était difficile de faire confiance à quelqu'un qui avait été proche de lui. Joyce sortit une enveloppe usée de son sac. Les bords étaient pliés, comme si elle l'avait porté sur elle depuis un moment. « Parce que j'ai entendu parler de ce que ta sœur essaie de faire, dit-elle. Et parce que, malgré tout ce qui s'est passé, je ne veux pas qu'une autre femme souffre à cause des mensonges de mon fils. » Ses doigts tremblaient en glissant l'enveloppe sur la table. Je l'ouvris lentement, mes mains tremblantes elles aussi. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux de l'hôpital général de Hartford, datant d'il y a 11 ans, juste un an avant qu'Adam et moi nous marions. En lisant le document, je sentis le sang quitter mon visage. Azoospermie complète. Stérilité permanente. Aucune chance de conception naturelle. Les termes médicaux me frappèrent comme des coups de poing. Adam a passé ce test à 26 ans, dit Joyce à voix basse.
Il était dévasté en découvrant ces résultats. C'est l'une des dernières choses dont nous avons parlé avant que nous arrêtions de nous voir. Je ne pouvais pas dire un mot. Toutes ces années passées à essayer d'avoir un enfant, à consulter médecin après médecin, à prendre des injections d'hormones, à pleurer, à me blâmer. Tout cela n'avait été qu'un mensonge cruel. Adam savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais il ne me l'avait jamais dit. Quand le jour du procès arriva enfin, la salle était pleine. Laura était assise au premier rang, tenant doucement le petit Adam Junior. Nos parents étaient juste à côté d'elle, l'air fier et protecteur. Elle était habillée comme une femme en deuil, parfaite robe noire simple, à peine de maquillage, et une expression triste parfaitement maîtrisée. Lorsqu'elle prit la parole, elle joua son rôle à la perfection. Ses yeux brillaient de larmes alors qu'elle parlait de son profond amour pour Adam. « Tout ce que je veux, c'est ce qui est juste pour mon fils, dit-elle d'une voix tremblante. Il mérite l'héritage de son père. » Mon avocat, Maître Aymon, resta calme et attendit qu'elle termine son spectacle. Puis il se leva. « Votre honneur, j'aimerais présenter une preuve que toute la demande de mademoiselle Ramsay est fausse. » Il s'avança vers la juge et lui tendit les dossiers médicaux. Elle les parcourut, son visage impassible. L'avocat de Laura se leva précipitamment, contestant l'origine des documents et leur authenticité. Le visage de Laura se fissura enfin. « Ces papiers sont faux », cria-t-elle en serrant le bébé contre elle. « Elle les a fabriqués pour voler l'héritage de mon fils. » Mais Maître Aymon resta imperturbable. « Votre honneur, dit-il, ces dossiers prouvent que Monsieur Chastain était incapable d'avoir des enfants. Nous demandons donc un test ADN pour déterminer qui est le véritable père. » Laura afficha un sourire victorieux. « Ce n'est pas possible, dit-elle. Adam était orphelin et son corps a été incinéré. Il n'y a personne à tester. » En réalité, répondit Maître Aymon en se tournant vers l'Assemblée, j'aimerais vous présenter Joyce Meyer, la mère biologique d'Adam Chastain. Joyce se leva, et une vague de surprise traversa la salle. Même depuis mon siège, je vis le visage de Laura devenir livide. Je suis prête à faire un test ADN, dit Joyce d'une voix claire, pour déterminer si ce bébé est réellement mon petit-fils. La juge hocha la tête. Un test ADN est ordonné. Nous nous réunirons à nouveau une fois les résultats obtenus. Laura semblait au bord de l'évanouissement. Son teint était pâle, et elle vacillait sur son siège. Notre mère se précipita pour la soutenir, me lançant un regard plein de haine. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ressentis un léger espoir. La salle d'audience était silencieuse tandis que la juge ouvrait l'enveloppe contenant les résultats du test ADN. Laura était assise, raide sur sa chaise, le bébé dormant paisiblement dans ses bras, inconscient de tout ce qui se passait. Les résultats montrent clairement, annonça la juge d'une voix neutre, qu'il n'existe aucun lien génétique entre l'enfant et Madame Joyce Meyer. Cela signifie qu'Adam Chastain n'est pas le père de cet enfant. La salle entière poussa un cri de stupeur. Le visage de Laura s'effondra. Elle éclata en sanglots, son mascara coulant sur ses joues. « Mademoiselle Ramsay, » reprit la juge d'un ton plus sévère, « voulez-vous expliquer pourquoi vous avez menti à cette cour ?» Laura serra le bébé contre elle, la voix tremblante. « Je voyais plusieurs hommes à l'époque où Adam est mort et a été incinéré. Je pensais que personne ne le découvrirait jamais. Il avait de l'argent, et j'en avais besoin. » « Alors vous avez essayé de tromper votre propre sœur, demanda la juge, cinglante. Vous avez même manipulé vos parents pour soutenir votre mensonge. Je voulais juste que mon bébé ait une bonne vie. Murmura Laura. Mais cette fois, son jeu ne fonctionna pas. Même nos parents semblaient choqués, réalisant enfin jusqu'où elle était allée. La juge rendit immédiatement sa décision. Cette cour statue en faveur de la défenderesse, Jessica Chastain. Toutes les demandes de Mademoiselle Ramsay concernant la succession sont définitivement rejetées. Mademoiselle Ramsay, vous avez de la chance que Madame Chastain n'ait pas engagé de poursuite pour tentative de fraude. À la sortie du tribunal, mes parents s'approchèrent de moi. Maman pleurait, et papa avait l'air plus vieux que jamais. Jessica, ma chérie, dit maman en attrapant ma main. Nous ne savions pas que Laura mentait. Nous voulons arranger les choses. C'est difficile pour nous depuis que tu as arrêté d'envoyer l'argent chaque mois. Je levai la main pour l'interrompre. Ne dites rien. Juste, ne dites rien. Puis je sortis mon téléphone, bloquai leur numéro sous leurs yeux et partis sans me retourner. Joyce m'attendait près de ma voiture. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle doucement. À ma grande surprise, je ris. « Tu sais quoi ? Je crois que oui. Ou je le serai. »
Je pris une grande inspiration. J'ai beaucoup réfléchi à cet appartement en centre-ville qu'Adam m'a laissé. Je ne l'ai jamais vraiment aimé. Trop de souvenirs. Mais peut-être qu'il te plairait. Ses yeux s'écarquillèrent. Jessica, non. Je ne peux pas accepter. S'il te plaît, dis-je fermement. Tu m'as rendu ma vie avec ces dossiers médicaux. Laisse-moi te rendre quelque chose en retour. Une semaine plus tard, je lui ai remis les clés. Elle s'est mise à pleurer et m'a serré très fort dans ses bras. Je n'ai jamais pensé que j'aurais une fille, a-t-elle murmuré. C'était il y a 4 mois. Mon ancienne famille essaie toujours de me contacter par l'intermédiaire de parents éloignés et d'amis communs, mais j'ai aussi coupé ces liens. Laura a même envoyé une lettre disant qu'elle était désolée, qu'elle avait changé et qu'elle avait besoin d'aide avec le bébé. Je l'ai jetée sans l'ouvrir. À la place, j'ai maintenant des dîners hebdomadaires avec Joyce. Nous apprenons lentement à nous connaître, partageant des souvenirs d'Adam, les bons comme les mauvais. Elle m'aide à comprendre que, même si Adam n'était pas l'homme que je croyais, cela n'efface pas tous les moments heureux que nous avons partagés. Hier, j'ai enfin emballé les dernières affaires d'Adam. Joyce m'a aidé à en donner une partie à des œuvres de charité et à mettre le reste en stockage. Pendant que nous travaillions, elle m'a raconté des histoires sur Adam enfant, avant que toutes les mensonges ne commencent. D'une certaine manière, cela m'a aidé. Ça m'a permis de croire qu'une bonne part de lui avait réellement existé. Je ne suis pas encore prête à sortir avec quelqu'un, mais j'ai commencé à vivre ma vie. J'ai repris mon travail à plein temps, rejoint un club de randonnée, et je planifie même mes premières vacances en solo. Parfois, quand je me regarde dans le miroir, je reconnais à peine la femme qui me fixe. La vie a une façon étrange de nous surprendre. J'ai perdu la famille dans laquelle je suis née, mais j'en ai trouvé une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, mais peut-être que c'est celle qui m'était destinée depuis le début.